Donc, on est toujours au cœur du congrès FEPRABEL. Je suis cette fois avec Marie Kentros, porte-parole de FEPRABEL, qui a pu quitter la plénière après, je vais y arriver, avoir eu la chance d'écouter notre invité du moment, Olivier Torres, qui était un des conférenciers très attendus de ce congrès. De mon côté, moi, j'ai pas pu assister à sa conférence puisque j'ai enregistré ici un épisode avec Jean-Marc Jancovici. Et donc, j'ai une espèce de deuxième chance de pouvoir un peu connaître les partages d'Olivier. Mais avant qu'on entre dans cet échange, Olivier, je vais peut-être te demander de te présenter. Qui es-tu, Olivier Torres ? Alors, je suis enseignant-chercheur, je suis professeur à l'Université de Montpellier. Et ça s'entend un petit peu. Je suis également, c'est un terme que j'ai éprouvé le besoin d'inventer, je suis un PMiste. Okay. Alors, pourquoi j'ai inventé ce terme ? Parce que je me suis toujours intéressé aux PME, comme on dit chez nous en France, et vous en Belgique vous dites PME, voilà. Et pourquoi ? Parce que en France, 99% des entreprises sont des PME, alors que vous en Belgique c'est différent, c'est 99% de PME. Donc en fait, je dirais que oui, les PME sont partout, sauf dans les livres, sauf dans les théories. Et le problème, c'est que nos élites, dont je veux croire que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, ne respectent que les théories. Alors, j'imagine qu'à l'Union européenne, on connaît bien Keynes, qui justifie l'intervention de l'État. Les ouvriers connaissent bien Marx, qui justifiait la lutte des classes chez les ouvriers. Mais j'ai remarqué que les chefs d'entreprise ne connaissent pas bien Schumpeter, Gartner, Sarasvati, tous ces auteurs, qu'avec mon collègue Karim Messegem, on a couché dans un ouvrage de 500 pages, les grands auteurs en entrepreneuriat et PME, où on relate, j'espère de manière didactique, toutes ces théories qui remettent l'entrepreneur au centre du village. Et pourquoi avant d'aller plus loin et parler notamment de santé, pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Est-ce que c'est parce que les énormes ou les grands acteurs économiques, industriels notamment, sont un peu, cachent peut-être un peu le tissu économique plus profond des PME, et donc attirent plus l'attention notamment des décideurs et des analystes, c'est ça ? Tu as très bien résumé. Okay. Quand on dit caché, ça ne veut pas dire qu'il y a un complot derrière. Hein. Moi, j'ai horreur des théories du complot. Mais il y a des effets, de perception. Ouais. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, là, l'expression. Quand on est devant la cathédrale d'Amiens, on voit le jugement dernier avec le Christ en grand et puis après le peuple qui est en tout petit. Bon, eh bien, c'est comme ça depuis la nuit des temps. On a tendance à sublimer l'homme et la femme importantes et à oublier les autres. Et donc, il y a des faits de proportion. Alors, effectivement, nous, par exemple, en France, on parle du CAC 40 en permanence dans les ondes. Ouais. Mais, je le dis, 99,84% des entreprises en France sont des PME. Donc, le commerçant, l'artisan, le professionnel libéral, l'agriculteur, qui est aussi un patron patrimonial, tout ce monde-là, dans mon pays, c'est 10 millions d'emplois. Les grands groupes dont on parle tant, 4,5 millions. Ah ouais. Et les mots consacrés par les économistes, quand ils parlent de Fordisme, quand ils parlent de toyotisme, quand ils parlent d'ubérisation de l'économie ou des GAFA en permanence, ils mettent bien les grands groupes comme un modèle à suivre. Ouais. Alors que je suis désolé de dire à ceux qui nous écoutent, une PME, ce n'est pas IBM divisé par 1000, c'est autre chose. Et arrêtons de confondre le Carlos Ghosn quand il était chez Renault et le commerçant en plein cœur du centre-ville de Bruxelles. Parce que c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Le problème, c'est que les lois qui s'imposent à chacun d'entre nous, nous n'avons pas les mêmes moyens pour y répondre. C'est ça un vrai problème. C'est pour ça que je suis PMiste. Parce que j'ai passé ma vie à théoriser la PME et à remettre l'entrepreneur au centre du village de l'économie. Tu nous as parlé durant la plénière d'un sujet hyper à la mode. En tout cas, la première moitié est hyper à la mode. La santé. La santé autre dans le cadre du travail. Et c'est vrai que ça, on en parle tout le temps. Les burn-out sont partout. Les bored out, l'inverse. Donc, c'est jamais qu'on puisse s'ennuyer et qu'on soit tellement... Le boring out, c'est-à-dire mourir d'ennui. Oui, et bien ça arrive. Donc, c'est toutes des choses qu'on rapproche toujours à un employé, en fait, à un ouvrier, à quelqu'un qui a un patron. Et donc, les patrons ont reçu 1001 conseils pour choyer leurs employés, et c'est super important, évidemment. Mais on parle jamais
du patron lui-même, de l'entrepreneur, du patron de ces PME. Jamais, parce que ce biais de théorisation qui met la grande entreprise et ses salariés au cœur de tous les systèmes fait qu'on a oublié de remettre l'avocat, l'architecte, l'agriculteur, le commerçant, l'artisan, Le courtier. le courtier, le dirigeant de start-up, l'industriel, l'entreprise de service. Mais c'est ce qui fait la richesse de nos pays et qui fait même les emplois. C'est ça qui est extraordinaire. Le jour où je me suis intéressé à la santé des patrons, des dirigeants, eh bien, qu'est-ce que j'ai découvert? Rien. Il y avait plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Non, mais c'est un comble. Les gens vont dire il exagère. Non, je n'exagère pas. Parce que les baleines bleues, c'est une espèce en voie de disparition. Mais les entrepreneurs, pensez donc. Et alors, il y a une autre raison qui fait qu'on n'en parle pas. C'est parce que le principal concerné n'en parle pas non plus. Moi, la phrase que j'ai le plus souvent entendue chez les courtiers, mais aussi chez les avocats, chez les experts comptables, chez les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, tous, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Ouais, c'est vrai. Et hommes comme femmes, j'ai même des hommes et des femmes qui me disent « je n'ai pas le droit d'être malade ». Comment ça, vous n'avez pas le droit? Seriez-vous en dehors des lois de la biologie? Certainement pas. Mais on voit bien qu'il y a d'un côté les entrepreneurs, quels que soient les secteurs, qui sont muets par rapport à leur santé, et les élites intellectuelles qui sont sourdes à la question de la santé des entrepreneurs. Donc un dialogue entre des sourds et des muets n'a pu produire qu'une zone aveugle, c'est-à-dire l'absence de considération et de statistiques sur la santé des entrepreneurs. C'est pour ça qu'il y a 15 ans, j'ai créé l'association Observatoire à Maroc pour produire les premiers résultats et les premières statistiques sur la santé des entrepreneurs. Et on a discuté quelques instants avant d'enregistrer et tu m'as dit que même si ton accent effectivement ne laisse pas beaucoup de doutes sur le fait que tu es plutôt actif dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France. C'est magnifique, c'est un plaisir, c'est mélodieux, j'adore. Parfait. Mais il y aura quand je parle anglais, c'est Fernandel à New York. Donc là, au moins. Même ici, tu traduis toujours. Oui, toujours. Même ici, avec le français, avec accent de Montpellier, on mettra quand même les sous-titres pour ceux qui ont des difficultés. Très bien. Tu n'as pas entendu Olivier parler allemand. Parce que là, c'est encore mieux. J'ai pas eu cette chance. Mais tu sais qu'en Belgique, il y a une petite partie qui parle allemand. Donc, il y avait des germanophones dans la salle. Ah. Donc, peut-être qu'ils ont pas été jugé ta vexés prononciation. par ma petite je ne sais blague. pas, faudrait aller les... Non, ce que je disais, c'est que... Mais j'allais justement te demander, même si au départ, tu es évidemment actif en France, mais tu t'investis pour le moment en Belgique. Aussi. Et donc, tu as une connaissance de l'état des lieux, si je puis dire, au niveau santé des entrepreneurs et peut-être même aussi de quelques leviers d'action que tu as pu identifier. Dis-nous un peu où on en est. Bon, ça fait 15 ans que j'œuvre en France, mais depuis 2 ans, et je tiens à le dire d'ailleurs, grâce d'abord à l'UCM, l'Union des classes moyennes, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à une grande conférence qu'il y avait à Wavre, à la sucrerie. Juste ici à côté. Et à la suite de ça, Gérard Delvaux, qui est le président de l'Ordre des experts comptables en Belgique, tous deux m'ont donné la parole. Et au-delà de ça, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle Amaroc e-santé, qui permet de mesurer la santé au travail des entrepreneurs sur les facteurs stresseurs. Donc, aider quelqu'un à repérer les sources de son stress, c'est déjà une façon pour lui de l'aider à gérer son stress. Ce qui ne se mesure pas ne se gère pas, et ce qui ne se mesure pas précisément ne se gère pas efficacement. Donc nous, on a avec nos chercheurs identifié 30 stresseurs de la vie d'un entrepreneur, un problème de trésor, un licenciement, le dépôt de bilan, bien évidemment, qui est le stresseur le plus catastrophique pour un entrepreneur, mais également le manque de reconnaissance, un licenciement, un conflit avec un client ou avec un fournisseur. Bon, mais, et j'insiste, on a également créé, à côté de ce stressomètre, un satisfactomètre. C'est-à-dire qu'il y a aussi des événements qui génèrent de la satisfaction. Et permettez-moi de faire passer un message. Si on ne voit dans la santé au travail que le harcèlement, le suicide, le burn-out, le boring out, Marie, et tout ce qui s'ensuit, les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, on ne donne qu'une image pathogène et négative du travail. Or, le travail est nourrissant. Le travail, c'est le labeur. Le travail, c'est l'ouvrage, l'œuvre, et parfois le chef-d'œuvre. Donc, il est très important aussi d'aider l'entrepreneur à repérer précisément les sources de sa satisfaction. D'où la notion de satisfacteur qu'on a inventé et le satisfactomètre. Et donc, du coup, on a mis ça en numérique avec une balance.
En général, je vous le dis, les entrepreneurs ont des balances positives. Ça, c'est le grand résultat d'un Maroc. Entreprendre, c'est bon pour la santé. Parce que dès lors qu'on est un homme ou une femme en projet, en projection, les contraintes pèsent de manière moins forte. Oui. Parce qu'on est dans cette logique d'action. Par contre, quand on a des entrepreneurs dont la balance est négative, là, pour en avoir le cœur net, on enclenche un test de dépistage du burn-out. Parce qu'un entrepreneur stressé n'est pas forcément épuisé, c'est pas la même chose. Et là, dans 4 cas sur 5, pas de panique, ça va. L'entrepreneur est stressé, mais il n'est pas pour autant épuisé. Mais si on décèle un risque d'épuisement fort, là, on déclenche une alerte. Okay. Et je vous le dis, avec la caisse sociale de l'UCM et avec l'ordre des experts comptables, nous avons développé et déployé ce dispositif. Et j'espère demain que FEPRABEL viendra aussi en soutien avec les initiatives que nous sommes en train de prendre. En tout cas, le rendez-vous est presque pris de notre côté. Et, à la fin de ce congrès, tu peux être sûr que tu vas recevoir un petit mail de ma part, encore, mais toujours pour du positif. Marie, tu te rends compte que tu parles comme les Françaises? Tu as dit petit. Parce qu'en France, on est les champions du petit. Ah, on m'a déjà dit que je parlais comme une Française. Ah, mais oui, on met le petit matin, je vais prendre un petit café, on va aller dans un petit resto, un petit bouchon, je vais manger un petit déjeuner. Un bon petit plat préparé aux petits oignons, j'en bois déjà du petit lait. Merci, petit Jésus. Le problème, c'est quand on commande un petit café, mais qu'en fait, on voudrait juste un café normal et qu'on reçoit un espresso. Ça, c'est plus embêtant. Donc, les Italiens qui maîtrisent ça. Le petit, c'est plutôt, voilà, c'est bien, la petite amie, un petit câlin. Voilà, mais je fais cette parenthèse. Oui. Juste un mot quand même pour parler aussi de 2 associations importantes en Belgique. J'ai envie de rebondir 3 secondes sur ce que tu dis parce que ça me fait beaucoup écho. C'est marrant parce que tout à l'heure, avec Jean-Marc Jancovici, on a discuté du bilan carbone que l'entrepreneur doit quand même à un moment donné essayer de calculer. Ici, on est plutôt dans un bilan stress, mais aussi moment positif. Et c'est ça qui me paraît vraiment très intéressant parce que tu identifies cet outil comme permettant de détecter les cas les plus graves. Oui. Mais heureusement, c'est loin d'être la majorité. Exactement. Et moi, ce qui me fait vraiment écho, c'est le fait d'être capable de se dire que les moments générateurs de stress, souvent sont la source des moments générateurs d'enthousiasme, de plaisir, de satisfaction. Donc, si on prend ce qui se passe ici, Marie et moi, on prépare l'enregistrement des podcasts, elle prépare les conférences. Toi aussi, tu as préparé ta conférence, même si c'est sans doute pas la première fois que tu la donnes. Mais dans la préparation, on est dans la partie qui génère du stress, qui doit, j'imagine, plutôt se retrouver dans le stressomètre du côté des moments, pas s'il faut dire négatifs, mais en tout cas générateur d'un peu de tension. Mais c'est tellement libérateur le moment où on a l'enthousiasme de sentir une conférence qui se passe bien, et c'est évidemment transposable à n'importe quel projet réalisé par un entrepreneur. Mais en être conscient, c'est bien, je pense, de se dire là, je suis en train de suer, je suis pas bien, mais me projeter dans le moment libérateur et générateur d'enthousiasme. Donc, j'avais peur que tu nous parles de stress positif. Oui, et si tu avais participé à la conférence, mais voilà, j'étais pas là, mais du coup, tu saurais qu'il n'y a pas de stress positif. Mais ici, nous sommes dans un stress choisi. Exactement. Ah, voilà. Exactement. Et non. Donc, on est bien dans mes questions naïves qui rejoignent finalement la conférence. Il faut bien. M'aider à tordre le cou à ce que je viens d'entendre. Parce que trop souvent, les entrepreneurs disent il y a un bon stress et un mauvais stress. Okay. Alors, heureusement que je n'ai pas utilisé l'expression, mais bon, c'était quand même plus ou moins ça. De dire à ceux qui nous écoutent que il n'y a pas le début du commencement d'une étude épidémiologique qui montre que plus une personne est stressée, meilleure est sa santé. Je suis désolé. Le stress n'est pas bon pour la santé. En revanche, quand on regarde le lien entre stress et performance, là, on est sur ce qu'on appelle une courbe curvilinéaire, c'est-à-dire une courbe en cloche. Alors, très souvent, comme l'entrepreneur est rivé sur la performance, au point de s'oublier, il a tendance à dire il y a un bon stress. Mais attention, c'est le stress choisi, stress subi, la bonne distinction. Ouais. Le stress subi, c'est je suis à la gare, on annonce que mon train est en retard, là je subis les événements. Le stress choisi, c'est moi à l'instant où je parle. Bien évidemment que je suis stressé quand je réponds à vos questions, mais vous m'en avez fait la proposition et j'ai accepté. Ouais. Et quelle est la nuance? C'est que très vraisemblablement, ce stress choisi, et lui seul, va générer de la satisfaction au travail. Alors que le stress subi, il détruit d'autant plus de la santé qu'il détruit de la satisfaction au travail. Donc, les 2 types de stress ne sont pas bons. Mais pourquoi les entrepreneurs tiennent? Parce qu'ils sont davantage en stress choisi qu'en stress subi. Personne n'oblige quiconque en Belgique à créer une entreprise.
Personne n'oblige quiconque en Belgique à reprendre une entreprise familiale. Personne n'oblige quiconque en Belgique à se mettre à son compte. Tous ces hommes et ces femmes qui ont fait ce choix, ils l'ont fait de manière délibérée. Et ça change beaucoup. Je pense pas que j'étais complètement à côté de la plaque dans mon analyse, puisque finalement, je disais pas que c'était du stress subi, mais que quand on comprend pourquoi on est dans une forme d'état de stress, je pense qu'on le vit déjà mieux. Donc j'imagine que le niveau de stress lui-même diminue. Enfin bon, j'essaie de me défendre comme je peux. Oui, ne t'inquiète pas, Olivier ne va pas te tordre le cou. Non, à l'expression oui, mais pas à moi. Donc Voilà. c'est ça qui est rassurant. Voilà. J'ai vu que dans certains de tes ouvrages, tu fais, si je ne dis pas de bêtises, un parallélisme peut-être avec les sportifs de haut niveau. J'ai vu cette notion. Je ne sais pas si elle a été abordée en conférence à nouveau. Tu sais pourquoi je n'étais pas là. Est-ce que c'est un parallélisme qui a du sens pour certains? Est-ce qu'au contraire, c'est viser une trop de performance, trop de productivité, trop de compétitivité? Voilà. Je ne fais jamais ce parallèle. D'accord. Jamais. Ok. Jamais. Je trouve que les entrepreneurs ne font pas assez de sport, ça c'est une chose. Autre chose. Mais le sportif de haut niveau, il est justement dans la perf. Et il s'agit de faire une perf, c'est éphémère la perf. Quand Bob Beamon, un soir à Mexico, s'arrache de terre pour rebondir 8 mètres 90 plus loin, il fait une perf. Au sens du turf d'ailleurs, c'est les chevaux là, la perf. Mais il fait pas ça sans arrêt. Un entrepreneur, il travaille tous les jours. Ouais. Il travaille 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour. Il n'est pas dans une performance éphémère comme avant-hier, le PSG qui a éliminé le Barça. Ou hier soir, l'OM qui a éliminé le Benfica. On se rapproche de Montpellier. Voilà. Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Alors après, oui, il peut y avoir dans la préparation psychologique, là où je dis que ça peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous verrez que les sportifs de haut niveau ont tous des coachs. Ouais. Et moi, je pense que c'est très intéressant. Alors c'est vrai, l'entrepreneur, il est sous l'emprise de l'idéologie du leadership. Il se voit comme un gagnant, comme un battant, comme un winner, comme vous dites ici en Belgique. Mais être accompagné par une sorte de psychologue positif, ça peut être quelque chose de très, très, très bien. Donc, je dirais que voilà, le parallélisme que je fais, c'est celui-là plutôt. C'est moins dans l'idée de la débauche d'énergie pour faire une perf à un moment donné. Parce qu'au contraire, gérer une entreprise, c'est au long cours. C'est par contre peut-être mettre en place des conditions pour pouvoir durer. Est-ce que toi, tu te considères comme un entrepreneur? Et si oui, même si non d'ailleurs, comment vas-tu du coup? Est-ce que tu as testé ton satisfactomètre? Je suis un fonctionnaire d'État et je travaille pour la République française. Alors tout va bien. Mais au-delà de ça, dans mon rôle de président d'association avec l'Observatoire à Maroc, oui, là je me sens plus entrepreneur. Et d'ailleurs, j'ai créé l'Observatoire à Maroc pour parfois un peu échapper à la bureaucratie universitaire où les plafonds sont plus bas que les planchers, qui sont plus hauts que les plafonds, on n'arrive plus à rien comprendre, à agir. Et moi, je voulais agir. Et c'est la raison pour laquelle de nos recherches fondamentales sont nés les dispositifs. C'est la raison pour laquelle, depuis la France, aujourd'hui en Belgique, notamment d'ailleurs avec des associations comme Un Pass dans l'impasse, il faut le dire aux auditeurs, qui fait de la prévention du risque suicidaire. Parce que ça, c'est un tabou, mais il faut aussi dire que parfois, hélas, le rapport existentiel de l'entrepreneur avec son entreprise, que les Allemands appellent Existenzgründer, qui veut dire le fondateur d'existence, est extrêmement fort. Il y a des entrepreneurs qui disent « mon entreprise, c'est mon bébé ». Ouais. Alors, ils se mettent dans une posture où le jour où ils vont liquider, ils enterrent un enfant. C'est terrible, ce rapport existentiel. Alors, Un Pas dans l'impasse, et puis je voudrais aussi parler de Revival, qui est une autre association qui permet à des entrepreneurs qui ont tout perdu de pouvoir rebondir. Et en France, l'association mère qui a porté, entre autres, Revival, c'est 60 000 rebonds. Et puis, je voudrais également évoquer Icarus, qui est une initiative qui est faite par l'UCM. Okay. Et je pense notamment à Renaud Francard et son équipe, qui font un travail formidable pour promouvoir la santé et la santé mentale, et la question du bien-être aussi, chez les entrepreneurs belges. Tiens, tu parles de la perte d'un bébé pour faire le parallélisme avec une entreprise qui peut-être tombe en faillite ou en tout cas un échec entrepreneurial. La culture de l'échec en Belgique, en France, n'est par exemple pas du tout la même que celle qu'on connaît aux États-Unis.
je ne vais pas dire qu'elle est valorisée, mais en tout cas, on pousse tellement à la création de projets d'entreprise que l'échec fait partie finalement du processus. C'est pas du tout le cas chez nous. On est plutôt montré du doigt, voire ostracisé en Belgique en tout cas. Comment est-ce que on peut faire en sorte que, en ce compris sur l'aspect, les conséquences sur la santé et sur le bien-être, on dépasse un peu ces clichés, cette manière de fonctionner? C'est une question fondamentale là que tu poses, hein, parce que justement, je parle du portail du rebond. En France, on a créé un regroupement d'associations avec 60 000 rebonds recréés, Second Souffle et l'Observatoire Maroc. Et on a d'ailleurs eu le grand prix du jury de l'Union européenne. Wow. Il y a 4 ans, comme une bonne pratique à faire et Ok. à promouvoir en Europe. Et j'étais d'ailleurs à Bruxelles il y a quelques mois, à l'invitation de David Clarenval, Oui. votre ministre des Ministre. PME et de l'Agriculture, Oui. que je salue s'il nous écoute, et qui a fortement accroché à nos travaux et à mes projets, et qui est en soutien aujourd'hui. Hein. Vous avez, je le dis, je ne dis pas ça Ouais, pour ouais. vous flagorner, Ouais. mais vous avez un ministre des PME qui est extrêmement attentif à cette question de la santé mentale. Et il m'a donné l'occasion d'intervenir à l'Union européenne, parce que Marie le disait, on parle beaucoup de la santé mentale Mhm. pour la population fait. et les salariés. Mhm. Oui. Et David Clarenval souhaitait qu'il y ait aussi quelqu'un pour parler en bon français, parce que je n'ai pas voulu parler en anglais, sur la santé des entrepreneurs. Et j'ai eu droit à autant de temps que les autres, et je suis très heureux de ça, parce que c'est extrêmement important. Et sachez d'ailleurs que le dispositif qu'on a mis en place, nous l'avons traduit en néerlandais. Ah, Parce que Bien. j'ai aussi une antenne aux Pays-Bas, avec des collègues comme Roy Turik à Rotterdam et Peter van der Zwaan. Et nous avons l'espoir de faire des choses, pas uniquement avec la Wallonie-Bruxelles, mais aussi avec toute la Belgique. mais c'est bien ce que tu dis parce que ça boucle la boucle par rapport à ton introduction. On manque d'infos au départ sur ce tissu qui est majoritaire des PME, des PME par rapport aux grands groupes. Et donc, c'est ce lobbying dont tu es un peu un des acteurs, du coup, qui permet d'amener vers les décideurs cette réalité du terrain et donc de prendre en compte notamment les enjeux de santé mentale des entrepreneurs. Magnifique. On va passer sur un sujet un peu plus léger, puisque j'espère que ici autour de la table, tout le monde va bien. Que si on passe ton satisfactomètre, ce sera positif. Donc, moi, pour le moment, j'aime, comme je l'ai dit dans un podcast précédent, j'aime beaucoup lire avant de dormir. Je vais beaucoup au cinéma, toujours avec ma grand-mère, voir des films très différents. La dernière fois, c'était un film en noir et blanc, un film italien. Donc, vraiment, je suis ouverte à tout. Donc, si tu as un livre, un film ou un documentaire à me conseiller, en sachant qu'on a discuté, je ne sais pas à quel moment exactement ce podcast sortira. Je pense après celui de Jean Covici, vu que tu as fait énormément de... tu as beaucoup fait référence à ton interview avec lui. Donc, on sait que ce monsieur a écrit un certain nombre de livres, dont une BD très connue. On a aussi reçu Hugues Berzini, qui a écrit aussi un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier, Intelligence artificielle, une intelligence artificielle disruptive. Est-ce que tu as un livre à me conseiller, un film, et pas forcément pour m'instruire, mais aussi Pour te peut-être laisser pour me encore réfléchir divertir. 2 secondes, moi je conseille en tout cas de Olivier Torres, La santé du dirigeant, de la souffrance patronale à l'entrepreneuriat salutaire, et les grands auteurs en entrepreneuriat et PME. Les références des 2 livres d'Olivier seront dans la description de l'épisode. Et là, je pense que tu as eu le temps de réfléchir à un conseil. D'autant que la santé du dirigeant, c'est chez Debook, qui est quand même un éditeur belge. Belge, tout à fait. Qui travaille beaucoup avec la France, Mhm. bien évidemment. Je crois qu'il y a 2 choses très importantes dans la vie, je le dis tout le temps à mes enfants et à mes amis, c'est la politique et la littérature. Hélas, je suis économiste, mais alors je vais conseiller un ouvrage de littérature qui m'a beaucoup inspiré en entrepreneuriat, c'est Vendredi ou les limbes du Pacifique, de Michel Tournier. Ok. Et il relate tout simplement ce Robinson Crusoe qui échoue Mhm. sur une île dont il découvre au fil du temps qu'elle est déserte. Et à un moment donné, Robinson Crusoe dit « Je suis tombé sur l'île de la désolation ». Et se mettant dans sa tête à penser que le monde n'est que désolation, il a fini par décliner, par avoir une perte d'énergie, par penser que tout était foutu, que tout était terminé, qu'il n'y avait plus d'espoir. Et très rapidement, dans le roman, on doit être à la page 14, 15, 16, et
Michel Tournier n'est pas un prof d'entrepreneuriat. Il dit, Robinson Crusoe se redresse et il décide d'appeler l'île Speranza. Speranza, l'espérance. Et à partir de ce moment-là, nous avons notre homme échoué qui se met à reconstruire un monde et à reconstruire un projet. Il se met à entreprendre. D'ailleurs, le verbe entreprendre, je l'ai noté, apparaît 4-5 fois dans la plume du littéraire. Oui. Eh bien, ça, c'est un point important. Si je dois passer après Jean Covici, j'aurais ceci à lui dire. Certes, on peut dresser un tableau extrêmement apocalyptique du monde dans lequel nous sommes. Mais à la fin des fins, il y a une chose qui est très importante d'intégrer, qui est peut-être la variable X, et qui peut tout changer. C'est l'adaptation, la capacité d'adaptation. Et si j'ai un mot à vous dire, c'est que même quand il n'y a plus d'espoir, il reste toujours l'espérance. Donc tu as bien noté, Jean, on doit transmettre ce podcast à UCM, parce que je pense qu'ils seront très heureux d'entendre tout ça, à David Clarinval évidemment, et à Yann Covici. Et moi de mon côté, je vais l'envoyer à mes amis pour que mon anniversaire, c'est le 10 mai, c'est quand même bientôt. Donc s'ils cherchent une idée de cadeau, je crois que ce dernier bouquin m'intéresse bien, vous l'avez très bien vendu, enfin tu l'as très bien vendu, pardon, et évidemment les deux autres qui ont été cités précédemment. Mais c'est magnifique de terminer sur une note d'espéranza. Mais je vais quand même te poser une toute dernière question, Olivier. C'est toujours par là qu'on termine. Pour avoir une espèce de fil conducteur dans les séries de podcasts, je voudrais te demander si tu as un invité à nous recommander pour un prochain enregistrement. Alors, peu importe évidemment la personnalité, la nationalité, les sujets qui sont ceux de prédilection de l'invité en question. Mais voilà, on est toujours dans le partage. On partageait un bouquin, maintenant peut-être la possibilité de discuter avec une personne enrichissante. Alors, je vais prendre ma casquette française et je dirais que peut-être Philippe Fourquet, qui est actuellement président national de l'association 60 000 rebonds en France, et qui est également le porte-parole du portail du rebond, serait vraiment quelqu'un très très intéressant à écouter pour nos amis belges. Et côté belge, je pense à Renaud Francard, qui porte le projet Icarus, dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà, et qui travaille avec l'UCM et qui est vraiment très promoteur de ces projets-là. Et puis en entrepreneuriat plus théorique, mes amis Frank Jensen et Marcus Desjardins, l'un est professeur à l'Université catholique de Louvain et l'autre est à Namur, et sont aussi au-delà d'être des amis, des théoriciens de l'entrepreneuriat qui méritent aussi d'être écoutés. Mais écoute, c'est vraiment un plaisir de te poser des questions. J'ai une saison complète grâce à tous les noms que tu me proposes. Ce qui est top, c'est que je vais pouvoir les contacter de ta part. Donc, je suppose que ça pourra débloquer, si nécessaire, certaines portes, ouvrir certaines portes. Mais si Philippe Fourquet est de Marseille, j'aimerais qu'on reprenne notre duo juste pour ça. Ah, ça ferait plaisir. Avec un peu de chance, il y a un petit congrès d'assurance Alors, dans il est le sud de la Marseille, France. Philippe Fourquet. Il est plutôt de Nantes ou de... Voilà, plutôt... C'est pas mal non plus, mais s'il vient te rendre visite à Montpellier, on en profitera. Mais malheureusement, si j'ai bien écouté Jean-Marc tout à l'heure, on peut s'attendre au climat de Marseille à Nantes assez rapidement. Oui. Enfin, en tout cas, Olivier, un grand merci, d'avoir conjugué la participation à la conférence et ce moment de partage ensemble. C'était vraiment un plaisir. Beaucoup de réflexion au départ de tes propos et de la lecture de tes livres que je recommande vraiment parce que certains ici ont eu l'occasion d'en discuter avec toi et de feuilleter ces bouquins qui suscitent un grand intérêt. Un grand merci vraiment encore. Un grand merci à vous deux. Bonne journée.